Bonjour, bienvenue sur France 24. On ouvre donc ce journal avec cette exclusivité France 24, placée depuis 2015 sur la liste noire terroriste américaine. Abu Obeida Youssef Al-Hanabi nous répond. Il est le chef du conseil consultatif d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est la première fois donc qu'il parle à un média occidental. Alors, nous n'allons pas vous diffuser ses propos à l'antenne. C'est la ligne éditoriale de France 24, ne pas donner la parole aux terroristes. Seulement la preuve qu'il a bien échangé avec notre journaliste Wassim Nasr, présent en plateau et qu'on retrouve juste derrière. أرجو أن أكون قد أجبت بشيء من التفصيل على أسئلة الصحفي الشهير وسيم نصر الذي أشكره مجددا. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Comment s'est déroulé cet échange de questions-réponses avec ce chef d'AQMI donc? C'était un très long processus, ça a pris plusieurs mois. Il y a eu des personnes qui ont fait l'intermédiaire, donc pour lui faire parvenir ces questions que j'avais envoyées par écrit, 12 questions, on parle de 12 questions. Puis je les ai envoyées par audio. Pour qu'ils puissent les recevoir. Et j'avais deux conditions principales, c'est qu'ils répondent aux 12 questions. Ça veut dire qu'ils ne refusent pas de répondre à une de ces 12 questions. Au début, il y avait un refus par rapport à 2 questions sur 12. Donc ça a pris encore plus de temps pour qu'il accepte, via un intermédiaire, de répondre finalement sur ces 2 questions qui étaient particulièrement sur la relation avec les djihadistes d'Abou Sahraoui, donc de l'État islamique. Et puis j'ai voulu que ça soit qui répondent en vidéo, donc filmé, comme un précédent chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique à qui j'avais adressé des questions en 2015, ou à défaut que ça soit en audio. Donc finalement, c'est une compile vidéo, mais il répond en audio à toutes les questions, une par une, sans qu'elles ne soient changées. La durée de ces réponses est un peu moins de 53 minutes, donc c'est assez long. Il répond sur différents sujets. Et encore une fois, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il a répondu à tout. Il y a une valeur informative dans ce qu'il dit. Mes questions n'ont pas été changées. Et on a la preuve que c'est bien lui qui a répondu par sa voix et par une compilation donc, qui est fabriquée par Al-Andalus, qui est le bras médiatique d'AQMI. Donc il n'y a plus de marge d'erreur par rapport à ça. Et ce qui est dit est dit. Il n'y a plus de marche arrière par rapport à ça. Et c'est la preuve, l'authentification en tout cas, qu'effectivement, c'est lui-même, Abu Obeida Youssef Al-Hanabi, qui m'a répondu, le chef du conseil consultatif d'AQMI, et pas quelqu'un d'autre qui prétend être lui ou quelqu'un de lambda. Donc là, c'était les conditions réunies pour être sûr que les questions sont arrivées à destination, et c'est bien lui qui a répondu par sa voix à toutes les questions, et ça aussi c'est important. Voilà donc pour les coulisses de cet échange de questions-réponses avec vous, Wassim. Plusieurs sujets, on l'a bien compris en vous entendant. Parmi eux, les menaces d'AQMI sur la France, il les réitère. Tout à fait, il réitère les menaces contre la France en disant très précisément, parce que moi ma question était, si vous voulez, est-ce que les intérêts de la France sont menacés au Sahel? C'est ce qu'on sait par AQMI et par d'autres groupes. Mais ma question était, est-ce que l'Hexagone est menacé? Est-ce que la France, en tant que pays, est menacée sur son sol métropolitaine? Donc là, il a répondu d'une manière indirecte en disant on se réserve le droit de répondre comme on veut, là où on veut, parce que la France est présente chez nous, donc dans la région du Sahel. Un discours très virulent contre la France. Lui-même avait appelé au djihad contre la France il y a quelques années, en reprenant en disant que la France a été combattue en tant que puissance coloniale, que la France pille les richesses de l'Afrique. Ça, c'est dans le discours djihadiste habituel, et il prend en référence, par exemple, il cite nommément la France-Afrique, les réseaux de la France-Afrique, puis il élargit en citant des médias français et des officiers français nommément qui se sont exprimés par rapport aux opérations turquoises et le massacre au Rwanda qui a fait beaucoup de bruit ici en France dernièrement, et il fait une comparaison avec la situation au Mali où il accuse la France d'attiser les problèmes ethniques entre différentes tribus. Mais on est toujours dans le cadre du discours classique, j'ai envie de dire, d'un groupe djihadiste. Et aussi, il menace nommément 2 entreprises françaises qui sont Areva et Total.
Le Mali, vous en avez parlé, où l'otage Sophie Petronin a donc été enlevée. Oui, tout à fait. Et ma question était aussi là très directe en lui disant que Sophie Petronin est très malade. On le sait. Pourquoi vous la libérez pas? Surtout qu'ils ont fait l'éloge de son fils en disant qu'il a fait tous les efforts pour la libérer. Et donc là, on rentre dans une nouvelle dimension parce que ils avaient annoncé qu'ils allaient arrêter de négocier publiquement ou de faire des appels aux négociations publiquement par rapport aux 5 otages qu'ils détenaient. Mais là, ils réouvrent la porte pour la famille de tous les otages, et particulièrement Sophie Petronin, en disant qu'ils sont prêts à négocier. Et l'élément nouveau, c'est on sait aujourd'hui de sa bouche qu'est-ce qui est négocié. Parce qu'on ne parle plus de rançon, en tout cas il ne parle pas de rançon, il met en parallèle ces otages et il dit les prisonniers qu'il qualifie d'otages entre les mains des différents États en Afrique sans les nommer nommément. Donc on sait qu'il parle des vieux et des jeunes détenus par les alliés de la France. Donc on voit qu'il baisse le niveau à vouloir libérer quelques djihadistes ou quelques familles de djihadistes contre la libération de Sophie Petronin. Donc ça aussi c'est un élément important, la réouverture des négociations, et on sait sur quel seuil ils acceptent aujourd'hui, en tout cas publiquement, hein, ils le disent publiquement, suivant quel seuil ils acceptent de négocier. Voilà donc pour le volet français. Il parle aussi, ce chef d'AQMI, de la contestation anti-système en Algérie qui a donc conduit au départ d'Abdelaziz Bouteflika, et il prend le côté de la rue. Tout à fait. Plus de la moitié, en tout cas, de ses réponses se consacrent à l'Algérie, parce que lui, il est algérien. Et là, il marque vraiment une différence par rapport aux prises d'opposition, par exemple, d'Al-Baghdadi, qui a qualifié les manifestants en Algérie et au Soudan dernièrement d'ignorants, qui chef de l'organisation État islamique. Voilà, qui manifeste pour mettre un dictateur à la place d'un autre. Alors lui, non. Il dit, on soutient les manifestations pacifiques, on est pour ces manifestations pacifiques, et que le djihad n'est pas que armé, et il va encore un peu plus loin en disant que l'action d'AQMI ne voudra pas nuire à ces manifestants, ce qui d'une certaine manière laisse entendre qu'ils vont mettre en suspens leur action terroriste le temps de voir comment ces manifestations ou à quoi ces manifestations vont aboutir. Et là on voit vraiment la différence entre Al-Qaïda et le I, où Al-Qaïda fait de la politique et essaye de capitaliser sur un mouvement populaire, maintenant en Algérie, mais avant c'était aussi en Égypte, alors que pour les djihadistes de l'Égypte, de Baghdadi, il n'y a pas de place à la contestation pacifique. Il n'y a que la prise des armes qui vaille. Mais ce n'est pas pour autant qu'AQMI dit on laisse les armes. Non, pas du tout. C'est juste une mise en suspens pour voir comment les choses vont évoluer. L'organisation État islamique qui a donc des relations avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Qu'est-ce qu'il vous répond sur ce sujet? Là, en fait, c'était les 2 dernières questions auxquelles, au début, il n'a pas voulu répondre. Mais finalement, il a répondu parce que c'est une question épineuse pour eux. Le Sahel, c'est le seul endroit aujourd'hui où AQMI et I ne se confrontent pas. Militairement parlant, ils se confrontent sur tous les territoires. Au Yémen, le I envoie des kamikazes contre Al-Qaïda. En Somalie, ils se battent depuis 2015. En Syrie, des milliers de morts entre les deux. Et j'en passe. Le Sahel, c'est l'exception. Et donc, j'ai voulu poser ces 2 questions pour savoir où on en est. Alors, il a dit que AQMI est prêt toujours à pardonner ceux qui sont allés du côté de Baghdadi, parce qu'Al-Qaïda considère que Baghdadi est illégitime et son califat est illégitime, et dit ce qui est mauvais, c'est d'insister sur l'erreur, donc de rester avec Baghdadi, et il appelle à tirer les leçons du mouvement djihadiste en tant que tel depuis les révolutions arabes. Mais quand à ma deuxième question à ce sujet, je lui pose la question, quelle est la présence d'Al-Qaïda aujourd'hui autour du lac Tchad et du Sinaï, par exemple, là où lui est très très présent. Et là, il me répond en disant, ils sont pas très présents, ils sont pas confortés, c'est que de la guerre, de guérilla, de gangs qu'ils font. Il faut pas exagérer leur présence dans ces zones-là. Ils tentent de minimiser finalement. Ils tentent de minimiser en disant qu'Al-Qaïda a toujours des visées sur ces zones, mais qu'Al-Qaïda est beaucoup plus discrète. Et ça, d'une manière, c'est vrai, parce qu'Al-Qaïda, encore une fois, fait de la politique et s'incarne dans différents territoires sur des dynamiques locales. Et c'est comme ça qu'on voit qu'aujourd'hui, au Sahel, ils sont de plus en plus implantés en allant jusqu'au centre du Mali et à pouvoir commettre des attentats dans des zones comme le Grand Bassam en Côte d'Ivoire, comme Ouagadougou au Burkina, et qu'en Somalie, ils sont toujours implantés. Et toutes les régions où ils sont implantés, ils sont toujours assez puissants. A contrario, on parle souvent de l'État islamique de l'Irak et de la Syrie, donc on oublie qu'Al-Qaïda est aussi dans une dynamique qui lui est propre et qui va de pair avec celle de l'EI.
Voilà donc pour cette exclusivité France 24 décrochée par Wassim Nasr. Merci beaucoup Wassim de nous avoir apporté votre éclairage ce midi dans Paris Direct.